Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Comme toutes les 2 semaines, je suis avec Marc. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours, c'est toujours un plaisir, d'autant qu'évidemment, il y a beaucoup d'actualités. Ouais, l'actualité est très chargée, évidemment. Alors, on va revenir en intro sur les PMI, hein, Oui. les directeurs d'achat qui sont ressortis un petit peu partout dans le monde. On va faire un petit bilan là-dessus. Ensuite, on va parler bien de la France, PIB de la France qui est ressorti également. On va également faire alors un petit parallèle hein, entre la France et l'Italie. On a eu la Ligue des Champions, donc on va voir si on arrive aussi à les battre, les Italiens, sur le front d'économie. Mais bon, ça, c'est pas fait. On va également parler du déficit de la dette publique de la France qui continue de s'accroître. Ça devient inquiétant. Tu vas nous en parler, Marc. C'est vrai que là, on ne voit pas de redressement. Donc, on a un petit peu peur, on peut le dire. Voilà. Et on va terminer, comme à chaque fois, avec les marchés financiers qui, pour le coup, eux, et notamment outre-Atlantique, progressent de manière spectaculaire. Bon, voilà. Donc, on va démarrer, Marc, Parfait. justement, avec ces PMI. Qu'est-ce que Voilà, tu peux justement, nous ça, en ça dire? vient, il s'est sorti hier, puis les derniers sont sortis ce Oui. matin donc, sur la Chine. Vous savez comment ça se passe, hein, c'est l'indicateur des directeurs d'achat. Donc là, c'est composite, ça veut dire tout secteur confondu, industrie et services. Et donc, c'est très simple, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une petite surprise. Bon, l'Inde, on a l'habitude qu'il soit largement au-dessus des 50, mais surtout les Américains qui étaient à la frontière de la récession le mois d'avril. Et bien là, au mois de mai, donc là, évidemment, on parle du mois de mai, on a eu un indicateur de composite, tout secteur confondu, qui a boosté à 53, donc largement au-dessus de la croissance. Donc, ça veut dire que les Américains, finalement, arrivent à digérer cet épisode des droits de douane, entre guillemets. On s'est été un petit peu inquiété, du moins certains, au mois d'avril. Là, finalement, ça résiste pas trop mal. Idem sur l'Italie, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que l'Italie, bon, bah, ils ont une croissance qui redémarre. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et surtout, ils font des bons résultats d'un point de vue des finances publiques. Après, bon, on a ce que j'appelle le ventre mou. Donc voilà, la Russie, voilà, on est légèrement au-dessus des 50. Royaume-Uni, zone euro, Japon, on est tout juste au-dessus des 50. Vraiment, c'est la frontière. On est en stagnation, va-t-on dire. Donc, Royaume-Uni, zone euro et Japon. Puis après, là, par contre, c'est la mauvaise surprise. La Chine est repassée sous la barre des 50. Vous voyez, 49,6. Et donc là, c'est inquiétant, puisque, effectivement, ça veut dire qu'il y a une contraction de l'activité au mois de mai en Chine. On en avait parlé il y a 15 jours. La Chine a très bien profité justement des droits de douane, puisque comme il y a eu des anticipations de ces droits de douane, les entreprises, notamment américaines, ont acheté énormément en Chine avant donc le mois d'avril, donc ce qui a boosté l'activité au premier trimestre. Et puis là, hop, on voit que pour le mois de mai notamment, ça repart à la baisse. Donc c'est un petit peu inquiétant pour l'économie chinoise. On voit bien que l'économie chinoise, elle souffre quand même, elle est très très fragile. Bon, puis après, on a l'habitude évidemment, la France, le Brésil, l'Allemagne, toujours évidemment en zone de récession. Donc là, voilà, on est très très loin justement du dynamisme économique et malheureusement, ça risque de se poursuivre dans les prochains mois. Oui, Alors, effectivement. Alors maintenant, on a aussi ce qui est sorti, c'est le PIB de la France. Alors Alors, voilà, non, en je voulais vous faire un trompe-l'œil. petit, je n'en ai Hmm. parlé sur ma chaîne YouTube, mais je voulais quand même vous faire un petit focus, parce que c'est quand même, il s'est passé un truc d'incroyable que personne n'a vu. Alors évidemment, comme moi c'est mon métier, je travaille la statistique, je m'en suis rendu compte presque par hasard, c'est qu'en fait l'INSEE a révisé les chiffres du PIB français la semaine dernière, donc du premier trimestre 2025. Alors donc, elle annonce toujours une petite croissance de 0,1%, après moins 0,1% au quatrième trimestre 2024, mais incroyable, elle a révisé donc tous ces chiffres et notamment la formation de stock. La formation de stock, c'est une variable d'ajustement, c'est-à-dire on ne sait pas trop forcément quoi mettre. Globalement, c'est ce qui a été produit et pas vendu, etc. Donc c'est une catégorie un petit peu fourre-tout, donc ce qui ne représente pas l'économie intrinsèque de la France. Si justement on regarde le PIB hors stock, donc ce qui là donne plutôt une vraie vision de l'économie française, donc réelle, eh bien regardez ce chiffre incroyable. Le PIB hors stock en France a chuté de 0,84% pour être précis au premier trimestre 2025. C'est exceptionnel, c'est quasiment du jamais vu. Alors j'ai regardé depuis 1950, évidemment en dehors de la période Covid, c'est un petit particulier. Donc on a fait ça qu'à 3 reprises. Un, lors de la récession de 2008-2009, on était en récession. Deux, le deuxième trimestre 80, voilà, donc c'était le second choc pétrolier. Et trois, deuxième trimestre 1968, le fameux mai 68. Hmm. C'est quand même, il est en train de nous arriver quelque chose d'incroyable. À part ces 3 périodes, eh bien, on n'a jamais vu ça sur le PIB hors stock en France. Donc c'est évidemment
particulièrement inquiétant. Donc, vous voyez, on dit non, il n'y a pas de récession en France. En fait, si, elle est là, mais on ne la voit pas, tout simplement. Elle est un petit peu maquillée. Alors, pareil, si on suit, il y a les chiffres de l'INSEE sur l'emploi, il a aussi, malheureusement, deuxième trimestre consécutif de baisse de l'emploi. Donc, vous voyez que c'est un peu particulier, parce que normalement, l'emploi, c'est une variable retardée de l'activité. C'est-à-dire qu'on a d'abord la baisse du PIB, après l'emploi baisse. Là, l'emploi baisse avant le PIB. C'est très bizarre, vous voyez, donc, notamment dans le secteur privé. Donc là, on voit quelques chiffres. Donc, moins 0,3% sur l'emploi total. On est à moins 0,6% donc pour l'emploi dans le secteur privé. Ça, c'est sur un an. Et dans le secteur public, on est à plus 0,5%. Vous voyez, c'est assez amusant. On dit qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires, qu'on va faire des économies. En fait, c'est complètement faux. Regardez, sur longue période, l'emploi dans la fonction publique en France a augmenté de 6,7%. Alors, je vous ai fait un petit segment période par période sur le slide suivant, si on peut le voir. Donc, on voit bien, tous les présidents, même s'ils ont annoncé effectivement qu'ils allaient baisser la dépense publique et puis surtout l'emploi dans le secteur public, notamment M. Sarkozy, eh bien, en fait, ça n'a jamais été effectif. Regardez bien. Donc, pendant Sarkozy, plus 0,6% sur l'emploi dans le secteur public. Hollande, évidemment, là, c'était formidable, entre guillemets, plus 2,7%. Macron 1, plus 1. Macron 2, pour l'instant, plus 2,2. Ça veut dire que sous l'ère Macron, on est quand même à 3,2%, d'où ce titre, hein, Macron, champion mon frère. Je me suis permis, parce qu'effectivement, évidemment, lui-même se l'est permis. Bon, moi, je ne l'aurais pas dit, c'est fait un petit peu bizarre de la part d'un président, mais bon, voilà. Donc, on se rend bien compte que là, on est en complet décalage. Les dépenses publiques dérapent complètement, et on voit que même quand un président, quand même, dit qu'il va réduire l'emploi dans la fonction publique, c'est exactement l'inverse qui s'opère. Donc c'est quand même assez inquiétant. Ouais, donc c'est ça, Mm. moi, qui m'inquiète aujourd'hui. On se rend compte que c'est complètement en train de déraper. Et donc c'est vrai que Standard & Poor's n'a pas voulu dégrader encore la note de la France la semaine dernière, comme Moody's avant qui a dit non, moi je note pas, je ne peux pas donner une note. Fitch qui a dit mon modèle me dit de dégrader, mais je ne le fais pas. Vous voyez, on sent bien que c'est la fin du film, comprenez? Et donc Mm. là, on a une sorte de fuite en avant. Ça dérape complètement, et c'est ça qui est très inquiétant pour l'avenir, malheureusement, de la France. Oui, oui. Juste un petit parallèle pour dire qu'en fait, c'était un tweet de Macron où il a annoncé, après la victoire Ligue des Champions, il a mis Macron, le champion, mon frère. Donc, effectivement. Voilà, c'est ça, voilà. Non, mais bon, c'est Voilà. Alors, incompréhensible. Mais donc justement, voilà, c'est nous qui sommes les champions, entre guillemets. ça nous Alors, fait une transition, justement, tout à vers fait, la tout à deuxième fait. Ouais, partie, avec justement un petit match Italie-France, hein, donc après le PSG Inter de Milan. Et là, pour le coup, Marc, là, on se fait battre ah à plat oui, de couture par ah l'Italie. oui, là c'est pas le même match. Hein. Donc c'est le match économique, on va dire, et Hmm. financier sur les comptes publics. Là, on se prend 7-1. Nous, la France. Alors, on a quand même marqué un petit but. On va voir lequel. Mais je vais passer vite parce que sinon ça va. Mais Hmm. vous aurez évidemment tous les slides si vous le souhaitez. Donc, en fait, l'idée m'est venue lorsque la semaine dernière, la Commission européenne a dit bah, ça y est, pour la première fois, l'Italie dépasse la France en termes de PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. Donc, on est au même niveau, voire légèrement au-dessus pour les Italiens. C'est assez incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Alors, sachant qu'en 2020, le PIB par habitant de la France était 10% au-dessus de celui de l'Italie. Hmm. Donc, vous voyez, c'est quand même la dégringolade. Donc, 1-0. Alors, c'est vrai qu'on dit, oui, mais la population italienne a baissé. Oui, certes, mais normalement, quand la population baisse, ça fait baisser le PIB. Alors là, que voit-on quand on regarde l'évolution du PIB depuis 2020? Eh bien, le PIB italien hors inflation a augmenté de 6,3% contre 4,2% pour la France. Vous voyez, plus de 2 points d'écart. Hmm. Donc 2-0. Le 3-0, évidemment, là, on va arriver sur les déficits publics. Alors là, c'est vrai que c'est très triste. J'ai mis les chiffres du FMI. Donc, nous restons autour des 6% de déficit public par rapport au PIB, alors que l'Italien, qui était déjà à 3,4, donc c'est la courbe rouge ici. Donc, vous voyez bien enfin, je veux dire, la réduction incroyable. C'est-à-dire que, vous voyez, pendant le Corona, ils étaient au même niveau que nous. Et Hmm. maintenant, ils sont à 3% de déficit public par rapport au PIB. Nous, on est à 6%. Et si on regarde le solde primaire, ça veut dire hors charge d'intérêt de la Pardon. dette, vous voyez que l'Italie, là aussi, elle a un excédent de 0,3% et la France a un déficit de 3,9%. Donc, vous voyez, Hmm. ça fait mal. Donc 3-0. 4-0 maintenant, évidemment, le ratio dette publique en France, il a explosé de 12 points depuis 2020, alors qu'en Italie, il a baissé de 1,6 points. Donc vous voyez comme quoi c'est possible. Quand on veut baisser la dette publique, eh bien on peut le faire. Donc 4-0. Alors par contre, là on va marquer un petit but, nous les Français, c'est que C'est vrai. en termes de ratio de dette publique par rapport au PIB, on est toujours derrière les Italiens. Et Hmm. toujours numéro un, c'est la Grèce, avec 153%, l'Italie ensuite 135%, et nous on est à 113%. Mais bon, vu comme c'est en train de se produire, je pense que dans quelques années, eh bien, on va être au même niveau que l'Italie. Vous voyez, ils vont baisser, nous on va monter. Donc, même ce petit but, on ne l'aura pas, malheureusement. Donc 4-1.
Le 5-1 maintenant, ben, c'est que la France n'arrête pas d'augmenter sa dette publique. Et donc, nous sommes numéro un en termes, je dirais, de fournisseurs de dette publique. Vous voyez, c'est nous les premiers fournisseurs de dette publique de la zone euro. C'est quasiment 25% de la dette publique de la zone euro vient de France. Alors que dans les années 2000, on était seulement à 17%. Les Italiens étaient, vous voyez, à 28%. Il y avait 10 points d'écart. Et là, pareil, c'est l'inverse. On est passé devant eux, c'est la courbe rouge. Donc l'Italie est passée à 22,4. Donc là, 5-1. 6-1 maintenant, évidemment, ça fait beaucoup de mal. Vous voyez qu'en termes de dépenses publiques par rapport au PIB, la France est à 57,2%, l'Italie à 50,6%. Vous voyez que pourtant, eux aussi, ils ont une corona, ils ont tout ça, mais on voit bien que la courbe bleue, donc la France est largement, et toujours largement devant l'Italie depuis les années 90. Donc l'Italie en fait des efforts, beaucoup se sont moqués d'eux, on se rend compte qu'aujourd'hui ça paye, et donc rendez-vous compte, il y a un écart de 7 points. 7 points quasiment de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut baisser la dépense publique tout en générant de la croissance. Parce qu'en France, il y a beaucoup de faux économistes qui nous disent oui, mais attention, si vous baissez les dépenses publiques, vous allez faire une récession. Mais non, regardez, les Italiens, ils ont baissé la dépense publique et ils ont de la croissance. Ils ont plus de croissance que nous. Donc c'est possible. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté. Malheureusement, les dirigeants français ne l'ont pas. Et alors, pour terminer, le 7-1, c'est peut-être le plus douloureux, c'est que effectivement, là, je vous ai mis le solde de la balance commerciale. En bleu, on a la France. Donc nous, on fait des déficits permanents, j'ai envie de dire, alors que les Italiens, ils sont quasiment toujours en excédent de la balance commerciale. Parce que la balance commerciale, évidemment, on peut dire les Italiens, bah, ils ont aussi l'euro, ils ont aussi tous les problèmes de la zone euro, comme nous, entre guillemets, peut-être des fois des avantages, mais bon, c'est toujours utile qu'eux font des excédents. Parce qu'ils ont gardé justement une industrie de pointe. Et ils arrivent à faire des excédents assez incroyables. Donc, et alors que nous, on est sur des déficits permanents. Donc, vous voyez, depuis de 2015 à 2024, on a quand même des chiffres assez incroyables, où les Italiens ont fait un excédent commercial cumulé. Je regarde le chiffre de 416 milliards d'euros, vous vous rendez compte? Alors que nous, on est sur un déficit de 757 milliards d'euros sur la même période. Vous voyez, donc, comme je dis souvent, ce n'est pas sérieux. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, ça, c'est la preuve que voilà, un pays comme l'Italie qui a souffert, eh bien, il peut se redresser. Et maintenant, malheureusement pour nous, il est en train de passer devant nous en termes de performance économique. Juste une petite remarque sur tous les slides que tu nous as fournis. On remarque que c'est à partir quand même de 2020 que il y a vraiment une décorrélation à partir de 2020 quand on Ah regarde. bah, en fait, si tu veux, c'est intéressant parce que 2020, Mm. alors bon, là, tu vois qu'il y a 2020, tu as eu, je dirais, évidemment, le coronavirus qui a concerné Oui, tout le monde. Et au début, si tu te souviens, l'Italie, elle a beaucoup plus souffert que nous. oui, Parce qu'ils n'avaient pas, évidemment, les moyens de. Voilà, oui, comme vous, ils n'avaient pas le quoi qu'il en coûte, quoi. Ils n'avaient pas les mêmes oui. moyens. Nous, on a lâché. On a tout On a lâché, lâché. sans regarder. Et Mm. maintenant, on n'y arrive pas. Alors, Mm. évidemment, il ne fallait pas tout lâcher. Moi, j'ai été à Bercy plusieurs fois, je raconte souvent cette anecdote, mais c'est vrai que j'avais dit, notamment en 2020, fin 2020, début 2021, maintenant, il faut arrêter d'augmenter la dette publique. Et nous, on a dit, non, on continue. Les Français, les dirigeants français ont dit, non, on continue. C'est pas grave, on va faire rouler la dette. C'est la BCE qui finance. Le taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Vous voyez, et c'est ça qui nous a fait mal. Mm. Et ça a continué en 2022, Mm. etc. Et ça continue encore aujourd'hui. On a vu les chiffres tout à l'heure. Mm. Les comptes publics dérapent complètement. On Ah, va d'ailleurs conclure sur ça. Mais c'est vrai que ouais. c'est assez incroyable. Alors justement, maintenant, on va parler justement de du défaut de paiement qui guette, hein, Mais justement. voilà, moi, ça, si vous voulez, je suis quand même, je ne veux pas faire peur, bien sûr, mais bon, on aime tous la France, c'est sûr, bien sûr, mais là, ça devient très inquiétant. C'est-à-dire que la France de 2025 ressemble de plus en plus à la Grèce de 2010. Mm. Donc, ça va nous arriver, il va y avoir une crise grecque, ne rêvons pas, je veux dire, peut-être pas dans la même ampleur, mais on l'espère. Mais la semaine dernière, la Cour des comptes a lancé un pavé dans la mare énorme, personne ne l'a vu, quasiment. Elle a dit, Oui. la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, Mm. donc c'est quand même sérieux, moi j'ose espérer, qu'à partir de 2027, il y avait un risque de défaut de paiement de la sécurité sociale française. Alors, je me dis, comment il peut sortir un truc pareil? Donc, j'ai regardé évidemment le détail. Et vous savez qu'en France, la dette de la sécurité sociale, c'est la CADES qui la Mm. finance sur les marchés. On appelle la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ça a été créé en 1996. Elle devait disparaître en 2009. Évidemment, comme il y a toujours de la dette, elle continue. Donc, elle a, si vous voulez, c'est l'Assemblée nationale qui vote une enveloppe de dette de cette CADES. Le drame, c'est que cette enveloppe est déjà quasiment utilisée. Donc, pour cette année en 2025, elle va émettre 10 milliards d'euros de nouvelles dettes. C'est son enveloppe, elle ne peut pas aller au-delà. Sachant qu'elle a été l'année dernière déjà à 18,1 milliards de nouvelles dettes en 2024.
Le petit problème, c'est que le déficit de la sécurité sociale, selon la Cour des comptes, va atteindre cette année 22 milliards. Donc je vais émettre 10 milliards de dettes, mais j'ai 22 milliards de déficit. Comment je finance? Tu vois. Donc le risque de défaut, malheureusement, il est quasiment déjà là. En tout cas, il y a une crise de liquidité. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé ça la semaine dernière sur ma vidéo YouTube, j'ai eu pas mal de chefs d'entreprise qui m'ont envoyé des messages pour témoigner. J'en ai encore vu quand j'ai fait des conférences dernièrement, donc ils sont venus me voir, me disent effectivement, voilà, moi, on a des arrêts de maladie chez moi. Ça fait 6 mois que la Sécu ne nous a pas remboursé. Donc, Hmm. tu vois, c'est dangereux. C'est Ça dangereux. ressemble de plus en plus à la Grèce, et donc ce déficit public qui, malheureusement, Hmm. va encore se creuser cette année. On va avoir 6% du déficit public par rapport au PIB. C'est triste. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait un petit comparatif avec la Grèce. Donc là, on voit le déficit public, évidemment, de la France. Tu vois, dernier Ouais. excédent, ça remonte en 1974, bref. Et donc, c'est vrai que c'est exactement la même situation. Dérapage des comptes publics, dérapage incontrôlé. Donc, on a un énorme écart entre les prévisions de déficit et puis celles qui sont annoncées. Exactement pareil. Moi, j'ai vécu la crise grecque à l'époque. J'ai l'impression de revivre le même film. Le Hmm. gouvernement qui nous dit oui, on va réduire, mais en fait, on ne réduit rien du tout. Et on a surtout qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, donc c'est très compliqué. Et bien sûr, le déni de réalité. Moi, je me rappelle quand j'allais faire des conférences en Grèce au début de la crise, les dirigeants grecs, il y avait des fois des dirigeants grecs qui disaient non, non, ne vous inquiétez pas, la Grèce, ce n'est pas l'Argentine. Voilà. Exactement comme aujourd'hui, quand les dirigeants français disent non, non, mais attendez, ne vous inquiétez pas, la France, ce n'est pas la Grèce. On sait que la France, ce n'est pas la Grèce. On sait que la France est plus puissante, qu'on a évidemment la Tour Eiffel, qu'on a la Joconde, qu'on a l'arme nucléaire. Mais bon, je plaisante, mais blague à part, on voit que d'un point de vue financier et économique, ça ressemble de plus en plus. Et donc, si je termine, évidemment, sur le slide suivant, on voit que là, à ce moment-là, on nous dit oui, mais bon, la preuve de la Grèce, c'est qu'elle ne pouvait pas lever l'impôt à l'époque. C'est vrai. Sauf que nous, c'est vrai que nous, on lève très bien l'impôt. Sauf que si on augmente encore les impôts, je rappelle que les impôts devaient baisser et continuent d'augmenter finalement, eh bien là, il y a un risque d'exode fiscal. Moi, c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, où je vois des chefs d'entreprise qui me disent moi, je vais fermer mon entreprise, ça va pas trop mal, mais je ne peux plus payer autant d'impôts, etc. C'est très dangereux. On a des faillites d'entreprises qui atteignent des records historiques. On a une dette donc française totale avec le hors-bilan, c'est-à-dire notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, de 7 500 milliards d'euros. Si je vends tous les actifs de la puissance publique française, il y a 4 500 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on a un actif net négatif de 3 000 milliards d'euros. Ça, même la Grèce, elle n'avait pas ça. Hmm. Tu vois. Donc, voilà, je ne veux pas faire peur, mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Je pense qu'il va y avoir de grandes difficultés, sachant que, bon, j'espère qu'on va éviter ce scénario, mais à l'époque de la crise grecque, que le PIB grec a chuté de quasiment 30%, 30% en quelques années, hein, Hmm. de 2008 à 2013. Après, évidemment, ça a redémarré. Donc là, et aujourd'hui où nous parlons, le PIB grec est encore 15% inférieur à son niveau de 2008, hors inflation. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire. Donc ça, c'est quand même très grave. Et autre élément qui concerne évidemment les marchés, je pense ça, bon, c'est bien sûr la crainte principale, c'est que quand il y a eu la crise grecque, les taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce ont augmenté à 38%. Alors bon, j'espère qu'on n'y arrivera pas. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont artificiellement bas. Et ils vont fortement augmenter dans les prochains mois. Et donc, ça, il faut se préparer. Donc, ça peut être, je pense, le signe noir, hein, vraiment l'élément déclencheur d'une Hmm. correction sur les marchés. Donc, Ouais. soyons extrêmement prudents. Alors, moi, je suis optimiste, donc j'espère qu'on prendra les bonnes mesures, mais vu ce qui se dessine, malheureusement, j'ai bien peur que ça ne sera pas le cas. Donc, voilà, il faut se préparer. Ça va arriver peut-être cet été. Voilà, c'est imminent. Alors justement, ça me fait une transition vers les marchés, puisque dans cette dernière partie, on aborde les marchés, et c'est vrai qu'on vient de clôturer un mois de mai historique. Alors ça fait suite aussi à 3 mois compliqués, notamment à Wall Street, hein. On restait sur un février, mars, avril négatif. Donc là, on a connu un rebond significatif, hein, puisque comme vous pouvez voir, c'est la colonne du milieu. On a le Nasdaq qui a repris 9,6% sur le mois de mai, le S&P 500 6,2%, le Dow Jones à peu près 4%. En France, on est un petit peu au-dessous à plus 2 quand même, hein, donc on a fini le mois positif. Voilà, donc après, bon, petite comparaison historique, c'est-à-dire que c'est la meilleure performance pour un mois de mai depuis 1990 et la meilleure progression mensuelle depuis novembre 2023 pour Wall Street. Voilà, donc on repasse quasi positif. On est flat, hein, quasiment maintenant depuis le début de l'année à Wall Street, et on est à plus 5% sur le CAC 40. Donc voilà, ça c'est pour dire que finalement les marchés se sont bien redressés au mois de mai. Juste pour vous dire que ça, c'est Goldman Sachs qui nous le dit, qu'après une correction de 10%, hein, l'évolution du S&P 500 depuis 1950, sur les 35 corrections que nous avons eues, il y a 23 qui ont généré une récession, pas de récession, pardon, et 12 une récession. Lorsqu'on était,
pas eu de récession, on a une hausse de 12% sur les 12 prochains mois. Ce qui veut dire que là, on va probablement, comme toi tu le dis Marc d'ailleurs, on va pas entrer en récession aux États-Unis. Donc on devrait avoir une hausse vraisemblablement entre 10 et 12%. Alors on a déjà repris 6% au mois de mai, donc il ne nous reste plus grand-chose normalement de hausse. Mais ça pour dire que, en tout cas à Wall Street, je pense que le plus dur est passé, on va dire, hein, avec ces droits de douane au mois d'avril et cette chute hein, de quand même quasiment baissé de 25% entre le point et le point bas. Donc voilà, maintenant on va avoir bien sûr de la volatilité, mais on peut dire que le plus dur est passé normalement. Et pour terminer, je vais parler d'NVIDIA, puisque NVIDIA a publié ses résultats la semaine dernière et on a vu donc de très bons chiffres. Les puces Blackwell hein, qui accélèrent leur croissance. On a un chiffre d'affaires, malgré le ralentissement de la Chine, de 44 milliards de dollars sur le premier trimestre, pardon. Et les marges qui continuent à être impressionnantes, 70% de marge. C'est quand même considérable. Et une trésorerie, alors une trésorerie qui explose, hein, puisqu'on a 53 milliards de trésorerie, alors qu'on était à 31 milliards il y a un an. Donc on voit que bien, Nvidia, on a quand même encore et toujours des résultats qui sont impressionnants, malgré les restrictions de la Chine. Et on voit que le Moyen-Orient semble justement devenir le nouveau tremplin pour la phase de croissance du groupe. Donc c'est toujours c'est devenu d'ailleurs la numéro un mondial en termes de capitalisation boursière Nvidia. Donc c'est pour dire que tout va bien pour les big tech quand même américaines, notamment Nvidia. Ouais, c'est beau, c'est vrai, c'est assez incroyable, hein. C'est bravo à Mm. eux, hein. Franchement, on aimerait avoir une entreprise comme ça en France, hein. Ouais. Non, on en est loin, ça c'est sûr. Mais je pense, Mais, bon, voilà, mais c'est beau de rêver, mais bon, c'est sûr qu'il faut de non, temps en temps revenir sur la réalité. Non, bien sûr. ce qui est quand même assez incroyable, c'est de voir cette volatilité quand même, hein. Bon, heureusement, Oui. il y a des bonnes entreprises, et je pense que c'est ça qui fait la force des Américains. Il y a Mm. deux grandes forces pour les Américains, c'est évidemment le dollar, hein. Donc, tant qu'ils ont le dollar, ils sont tranquilles. Donc, il y aura un jour un concurrent avec le yuan, mais bon, ça va prendre des années, ça ne sera pas avant 10 15 ans. Et puis, évidemment, la high-tech, quoi, voilà, c'est ce qu'on a tout raté, quoi, globalement, alors qu'on était des champions. Je Mm. parlais justement il y a quelques temps avec des ingénieurs justement sur enfin, sur le spatial, et rendez compte qu'on était, il y a encore quelques années, c'est la moitié des lancements, c'était Ariane qui le faisait, quoi. Maintenant, c'est 5 à 10%. Donc, ouais, Non, c'est sûr. c'est On a voilà, pris un c'est retard triste, c'est considérable. triste de Après, voir comment une grande puissance, voilà, comme la France, comme mm. l'Europe, finalement, se dégrade, quoi, se délite. Et on voit que, parce qu'on pourrait dire, oui, c'est le cas de tous les pays riches, mais voilà, on voit que les Américains, finalement, ils s'en Non, sortent grâce, clairement. grâce à l'innovation. Donc voilà, c'est quand même triste pour nous. Et nous, voilà, maintenant, nous, on discute du sexe des anges, etc. Voilà, enfin, façon de La, parler. la C'est-à-dire question, que voilà, on se la pose des question est questions de existentielles. Oh là là, oui, ce savoir. qu'on va, Oui. il faut prendre le bouchon de bouteille. Voilà, il faut pas que le bouchon puisse partir. Voilà, ça, c'est une grande innovation. Oui, Voilà. la Euh, question est de savoir maintenant, est-ce que s'il y a une grave crise en France, et c'est-à-dire que si les marchés, enfin, si la France se fait attaquer par les marchés et que la dette commence, pardon, le taux d'intérêt à 10 ans commence à exploser, est-ce que ça va avoir un effet plutôt européen ou global? Est-ce que les Américains vont eux aussi être affectés par Bien ça? sûr, alors c'est sûr que ça aura, parce qu'on m'a dit justement, non mais la France c'est trop petit, elle n'aura pas Hmm, impact mondial. Si, parce oui, que tout le question. monde détient de la dette publique française. Je vous rappelle Oui, tout que à fait. 54% de la dette publique française est détenue par des étrangers. Alors la moitié c'est Oui, des Européens, à peu voilà. près 10% d'Américains, voilà, et après des Chinois, des Qataris, etc. Donc bon, même si M. Macron est très copain avec l'émir du Qatar, et donc, mais le Qatar ne pourra pas tout financer. Donc si effectivement on a, je dirais, un problème sur la dette publique, à mon avis, c'est imminent. Je pense que les agences de notation, justement, elles ne dégradent pas à cause de ça. Je Hmm, revis exactement la situation de pré-crise des subprimes. On dit aux agences de notation, quand même, faites quelque chose, quoi. Des dégradés, non, 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 tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est exactement pareil. Bah, c'est l'expérience, hein. J'ai 30 ans de métier, donc j'ai vécu tous ces phénomènes. Ça se réédite aujourd'hui, donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Mais c'est clair que si les taux d'intérêt, s'il y a un crack obligataire en France, bah, évidemment, toute l'Europe, évidemment, va en pâtir, et même le monde, hein. On aura des hmm. impacts. Et après, évidemment, ben voilà, on comptera ses billes, quoi. On verra qui sont justement les champions de la croissance, et ça restera notamment effectivement les États-Unis. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet. Puis surtout, ce qui m'inquiète, c'est que les pouvoirs publics ne réagissent pas. Oui. En France, on ne réagit pas. C'est-à-dire, moi, je m'attendais à voilà, des vraies mesures. Non, on va peut-être faire un référendum, on va peut-être faire si, on va voir. Il faut que les Français se serrent la ceinture. Ça fait quand même un petit peu flipper, hein, pour prendre un terme Hmm, voilà, de jeune. hmm, Mais on est toujours jeune, bien entendu. Et donc, voilà. Donc, voilà. Soyons prudents. J'espère qu'on va hmm. éviter le pire. Mais c'est mon rôle, c'est mon devoir de vous dire que là, ça va trop loin sur les comptes publics français.
Voilà, donc espérons qu'on va se Bah, redresser. écoute, Ça prendra du temps. Voilà, mais gardons l'espoir malgré tout. Il y aura oui, toujours alors ça après, là c'est vrai que pour vous voilà, aider. non, ça Il va y aura de très la mal en France, volatilité, mais il pas, y aura des mais aux opportunités. États-Unis, ça va bien, sachant que bon, chez eToro, la majorité de nos clients détiennent des actions américaines, donc ça, c'est quand même aussi une bonne nouvelle pour eux. Mais voilà, on va bien évidemment le commenter toutes les 2 semaines et voir cette évolution. Merci Marc pour tes Merci à toi, merci à éclairages. vous toutes et à vous Merci tous. de nous avoir C'est un suivis. plaisir. À très Et puis on vous bientôt. dit à dans 2 semaines. Salut. Bye. Ciao.